Lorsque Don Johnson est entré dans le studio de Jimmy Kimmel en juin 2025, personne ou presque ne l'a reconnu. La légende de Miami Vice, âgé de 75 ans, a fait preuve d'une étonnante jeunesse. Sa mâchoire était aussi nette que de la pierre. Sa peau incroyablement lisse. Son visage entier semblant n'avoir pas été touché par le temps. Les fans ont été stupéfaits. Les experts en chirurgie plastique ont rapidement commencé à disséquer son nouveau look, soulignant le type de procédure coûteuse que peu de gens pourraient s'offrir. Pourtant, Johnson n'a jamais avoué quoi que ce soit. Sa transformation reste entourée de mystères à tel point que beaucoup ont commencé à le qualifier de méconnaissable. Qu'a-t-il fait exactement à son visage? Don Johnson est né le 15 décembre 1949, dans la modeste maison de sa grand-mère, dans un coin tranquille de Flat Creek, dans le Missouri. Sa mère Nell n'a que 16 ans lorsqu'elle accouche, et son père Freddie, 19. Ils étaient eux-mêmes à peine adultes, luttant pour se construire une vie sans argent, sans conseil, et avec peu de chance. En raison de la jeunesse de ses parents, l'enfance de Don n'a pas connu la stabilité et la chaleur que la plupart des enfants considèrent comme acquises. Il s'agissait davantage de survivre que de grandir. Lorsqu'il est devenu adolescent, sa mère avait encore une trentaine d'années et ressemblait davantage à une grande sœur qu'à un parent. Ce fossé étroit a créé son propre type de tension. La maison n'était pas un endroit sûr, c'était une tempête de bruit, de stress et d'incertitude constante. En 1955, alors que Don a 6 ans, la famille fait ses valises et déménage à Wichita, au Kansas, à la recherche d'un avenir meilleur. Freddie a décroché un emploi chez Boeing Aircraft, une étape prometteuse du moins sur le papier. Mais même avec un travail stable, les difficultés ne s'atténuent pas. Ils sont restés pauvres, entassés dans une petite maison construite par l'entreprise, avec une seule salle de bain pour 6 personnes. Don, ses parents et ses 3 jeunes frères et sœurs vivaient coude à coude, toujours préoccupés par les factures, toujours effrayés par l'avenir. Des années plus tard, Don dira que cette pauvreté ne l'a jamais vraiment quitté. Même au sommet de la gloire, il gardait la peur de tout perdre. Les difficultés n'étaient pas seulement d'ordre financier, elles ont façonné sa conception de la sécurité, de l'ambition et de la réussite. L'un des moments les plus troublants de sa vie s'est produit alors qu'il n'avait que 12 ans. C'est à ce moment-là qu'il a perdu sa virginité avec sa baby-sitter de 16 ans. Ce choix n'a pas été fait librement, ou avec compréhension. Il s'est produit dans un foyer déjà en train de s'effondrer. Ses parents se disputaient constamment, leur mariage s'effilochait. Personne ne s'occupait vraiment des enfants. Cette absence de protection a permis ce qui n'aurait jamais dû se produire. Don en parlera plus tard dans des interviews décrivant à quel point cela l'a marqué. Sa maison n'était pas seulement chaotique, elle était violente. Le tempérament de son père était explosif, ses punitions brutales. Don et ses frères et sœurs vivaient dans la peur, ne sachant jamais ce qui pourrait déclencher un nouvel accès de colère. Il qualifiera plus tard son enfance d'abusif, non seulement à cause des coups, mais aussi à cause de la solitude constante et écrasante. Être entouré de sa famille tout en se sentant complètement invisible. Après le divorce de ses parents, sa mère a essayé de l'élever seule, mais n'a pas réussi à le gérer. À 13 ans, Don se retrouve déjà devant le tribunal pour enfants pour avoir fait des bêtises. Le juge a décidé qu'il serait mieux avec son père, l'homme qui lui avait fait du mal. Cette décision a montré à quel point la situation était devenue désespérée. Même dans la douleur de petits moments, on laissait des traces durables. Nell était esthéticienne, et son salon devint une sorte de refuge pour Don. Assis tranquillement dans cette boutique, il observait comment les gens changeaient lorsqu'ils étaient beaux, comment l'apparence modifiait la confiance en soi, comment le style créait l'identité. Ces leçons l'ont accompagné toute sa vie, façonnant sa façon de comprendre la transformation et la performance. Dans ce petit salon bruyant, il a appris que la beauté pouvait être une sorte d'armure. Puis en 1967, tout bascule. Après avoir été exclu de l'équipe de football pour s'être endormi en cours de commerce, Don s'inscrit à un cours d'art dramatique pour rattraper les crédits.
Il ne s'attendait pas à grand-chose, mais lorsqu'il est monté sur scène dans le rôle de Tony dans West Side Story, quelque chose s'est enflammé en lui. Pour la première fois, le chaos s'est apaisé. Sous les projecteurs, il s'est senti vu apprécié vivant. Son professeur a remarqué son talent et l'a encouragé à auditionner pour un programme de théâtre d'été à l'Université du Kansas. Il a obtenu une bourse partielle qui s'est rapidement transformée en bourse complète. Ce seul spectacle lui a donné un but. Il est devenu son échappatoire. À 13 ans, Don était déjà passé par le tribunal et avait été rejeté. Sa mère avait abandonné le système, l'avait renvoyé dans le Missouri. Mais là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Son père, le même homme qu'il avait craint, a commencé à lui apprendre à chasser et à pêcher. Ces moments passés à l'extérieur étaient calmes, structurés, presque sacrés. Pour la première fois, Don a appris la patience et la concentration. Pour aider sa famille, il a travaillé partout où il le pouvait. Il a coupé de la viande en tant qu'apprenti. Boucher, il a vendu des chaussures après l'école. Pendant sa dernière année à Wichita, il a tout concilié, les emplois, les cours, et l'espoir fragile qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, il pourrait sortir de la vie dans laquelle il était né. Cette lourde charge de travail lui a permis d'acquérir une éthique de travail qui lui permettra plus tard de traverser les hauts et les bas brutaux d'Hollywood. Après sa pièce de théâtre au lycée, il a obtenu une bourse complète pour étudier l'art dramatique à l'Université du Kansas. Il avait 18 ans et était prêt à poursuivre quelque chose de plus grand que ce que la vie lui avait donné jusqu'à présent. Mais cela n'a pas duré. Il a commencé à fréquenter une professeure d'art dramatique de 29 ans au cours de sa première année. Et dès la deuxième année, il a complètement abandonné. Il a déménagé à San Francisco et a été accepté à l'American Conservatory Theatre. Il n'avait que 19 ans, pas d'argent, pas de plan de secours, juste un rêve et du désespoir. Ce déménagement a marqué sa rupture définitive avec son passé. San Francisco lui a donné l'occasion de transformer toute sa douleur d'enfant en spectacle. En 1969, alors qu'il n'avait que 20 ans, Don a joué dans une pièce de théâtre off-Broadway intitulée Fortune and Men's Eyes au Coronet Theatre de Los Angeles. La pièce a choqué le public avec une scène d'agression sexuelle dans une prison et Don a joué un personnage qui en faisait partie. Sal Mineo a dirigé la production et y a également joué. La performance était si crue et si controversée que certains critiques l'ont qualifiée de dérangeante. Cela n'a pas rendu Don célèbre, mais les gens l'ont remarqué. Le message social de la pièce a même conduit à la création d'un groupe de défense des anciens prisonniers. L'année suivante, en 1970, Don fait ses débuts au cinéma dans The Magic Garden of Stanley Sweetheart. Il y incarne un étudiant qui a abandonné ses études et qui devient producteur de films pour adultes dans le monde clandestin du sexe et de la drogue à New York. Andy Warhol a participé au casting, voyant dans l'énergie de Don quelque chose d'unique. Le film a été un échec, mais il a montré jusqu'où Don était prêt à aller pour un rôle. Il n'avait que 20 ans et risquait déjà tout. En 1971, il a joué dans l'un des films les plus étranges de l'époque, Zachariah. Il s'agit d'une comédie musicale western rock psychédélique avec des groupes jouant dans des scènes surréalistes. Don avait des cheveux blonds décolorés et se roulait même dans du fumier de cheval à un moment donné. Le film est un échec cuisant, mais il continue. En 1973, il apparaît entièrement nu dans The Herod Experiment, un film sur la liberté sexuelle dans un campus universitaire. Il a 23 ans et le film met en scène une jeune fille de 15 ans, Mélanie Griffith, qui deviendra plus tard sa femme. Le film a rapporté de l'argent mais n'a pas beaucoup aidé sa carrière. Malgré tout, il prend ce qu'il peut obtenir. Enfin, en 1975, il joue dans A Boy and His Dog, un film post-apocalyptique étrange, mais puissant, dans lequel il incarne un adolescent survivant qui parle par télépathie à son chien. Le film était dérangeant et violent, mais il a attiré l'attention des gens. Le film a remporté le prix Hugo en 1976 et Don lui-même a reçu le Golden Scroll Award du meilleur acteur. Après des années de lutte, c'est à ce moment-là que les gens l'ont enfin pris au sérieux. Son talent brut façonné par une vie de souffrance
avait enfin trouvé sa place. En 1984, la vie de Don Johnson a changé du tout au tout lorsqu'il a été choisi pour incarner le détective Sonny Crockett dans Miami Vice. Pour tenir le rôle, il a dû décolorer ses cheveux naturellement foncés en blond et le processus a été si rude qu'il lui a fait très mal au cuir chevelu. Le budget des costumes de l'émission a explosé. Johnson portait des t-shirts pastels sous des costumes Armani et Versace qui coûtaient plus de 50 $, chaque saison. Un petit accident lors d'un essayage s'est transformé en tendance. Il a oublié ses chaussettes et le producteur a tellement aimé son look qu'il est devenu un style. 6 mois seulement après le début de l'émission, les ventes de costumes pastels ont triplé et les ventes de lunettes de soleil Wayfarer de Ray-Ban ont augmenté de 2000%. Tout cela s'est transformé en un mouvement de mode d'1 milliard $ dans les années 1980 et tout a commencé avec le look de Don Johnson. Lorsque le premier épisode a été diffusé le 16 septembre 1984, il a complètement changé la façon dont les séries télévisées étaient réalisées. Le budget s'élevait à 1,3 million $, ce qui était bien plus élevé que les autres séries policières de l'époque. La scène d'ouverture a utilisé à elle seule 47 angles de caméra différents, alors que la plupart des séries n'en utilisaient qu'une douzaine. Le réalisateur a utilisé de nouvelles techniques de prise de vue, comme les Steadicam, et a même loué des équipements spéciaux qui ont coûté 200 000 $. La musique n'était pas un simple bruit de fond. Ils ont payé 10 000 $ chaque semaine pour de vraies chansons d'artistes tels que Phil Collins et Glenn Frey. Ce premier épisode comportait également 14 changements de costumes, rien que pour Johnson, et utilisait 3 Ferrari Daytona différentes pour les scènes de poursuite. Lors de sa diffusion, plus de 15 millions de personnes l'ont regardé, ce qui en a fait la plus grande première de 1984 pour NBC. La série a atteint un autre sommet en 1985, lorsqu'un épisode intitulé « Evan » a changé la façon dont les gens voyaient Johnson. Dans ce film, son personnage se souvient du moment douloureux où il a perdu son partenaire lors d'une descente de police pour trafic de drogue. Monsieur Johnson s'est inspiré de la douleur qu'il a vécue en perdant son père à l'âge de 12 ans, et pendant le tournage, il a pleuré devant la caméra 8 fois d'affilée. Le tournage de cet épisode a coûté à lui seul 1,8 million $ et comprenait un flashback de 12 minutes tourné en noir et blanc. Les fans ont été tellement émus que NBC a reçu 847 lettres en une semaine pour louer son jeu. Cette performance lui a permis de remporter un Golden Globe en 1986. Lorsqu'il est monté sur scène pour accepter le prix, il n'a parlé que 37 secondes. Mais lorsqu'il a remercié son père décédé les larmes aux yeux, cela est devenu l'un des moments les plus joués à la télévision cette année-là. En 1986, l'émission s'est profondément ancrée dans la culture de Miami. Les tournages ont eu lieu dans 23 quartiers différents, ce qui a permis de stimuler l'économie de la ville à hauteur de plus de 4 millions de $ par an. Ils ont engagé des acteurs locaux, payé de vrais agents des services de lutte contre la drogue pour obtenir des conseils et même tourner des scènes dans de vraies zones de drogue avec une protection policière renforcée qui coûtait 3 000 $ par jour. Johnson a même appris l'espagnol et l'a utilisé pendant les scènes. À son apogée, l'émission a rassemblé 30 millions de téléspectateurs chaque semaine. Les touristes ont commencé à venir à Miami uniquement pour visiter les lieux montrés dans les épisodes, ce qui a rapporté près de 90 millions de $ en recettes touristiques. Mais en coulisses, les choses n'étaient pas si simples. En 1987, une grave dispute a éclaté entre Don Johnson et son partenaire, Philip Michael Thomas. Thomas a découvert que Johnson recevait 75 $0 par épisode, alors qu'il n'en recevait que 25 €. Au cours d'un épisode intitulé « Love at First Sight », Thomas a refusé de tourner avec Johnson pendant 3 jours entiers. NBC a dû faire venir des cadres supérieurs pour des réunions d'urgence, ce qui a retardé le tournage et coûté 450 $. Thomas réclamait un salaire égal et exigeait que son nom apparaisse en premier dans le générique.
L'accord final lui accorde une augmentation de 50 $, et un ordre de crédit rotatif. Mais le mal était fait. La tension est de rester si forte que dans les saisons suivantes de nombreuses scènes ont été filmées séparément et montées ensemble par la suite. En 1986, un événement inattendu se produit. Don Johnson devient une star de la musique. Le 30 septembre, il sort son premier album intitulé Heartbeat. La chanson-titre qu'il n'a pas écrite mais qu'il a fait sienne atteint la 5e place du Billboard. Un mois plus tard, l'album est certifié disque d'or. On y retrouve des stars comme Ron Wood des Rolling Stones ou Willie Nelson. Ce qui n'était au départ qu'un projet secondaire est devenu l'un des passages les plus réussis de l'histoire du spectacle entre un acteur et un chanteur. 2 ans plus tard, en 1988, Johnson surprend à nouveau tout le monde par son jeu d'acteur. Dans un film tranquille intitulé Sweetheart's Dance, il joue le rôle d'un homme qui traverse une crise de la quarantaine. Il joue aux côtés de Susan Sarandon, et les critiques sont stupéfaits. Roger Ebert a déclaré que c'était la meilleure chose que Johnson ait jamais faite. Le Washington Post l'a qualifié de percé. Mais alors que les critiques l'ont adoré, le film a fait un flop ne rapportant que 3 millions de $ sur un budget de 9 millions. Malgré cela, il a prouvé que Johnson pouvait jouer des rôles sérieux. En 1988, Johnson prend une direction beaucoup plus provocante. Il joue dans The Hotspot, un thriller torride réalisé par Dennis Hopper. Le film se remplit de tensions, de musique d'ambiance et de scènes érotiques qui repoussent les limites du cinéma grand public. Les critiques l'ont comparé à Twin Peaks. Bien qu'il n'ait pas été un succès au box-office, il est devenu un film culte et a montré que Johnson n'avait pas peur de prendre des risques. Même pendant Miami Vice, Johnson voulait faire plus que jouer la comédie. En janvier 1985, il participe à la réalisation d'un épisode en 2 parties, intitulé Golden Triangle. Il s'agit d'opérations criminelles liées à la Thaïlande, avec des touches personnelles, comme le fait que son personnage dise qu'il est de Wichita, tout comme Johnson l'a été dans la vraie vie. Ces épisodes témoignent de son influence grandissante dans les coulisses et laissent entrevoir son futur travail de producteur. La victoire de Johnson au Golden Globe, en 1986, n'était pas qu'une question de travail. Sur scène, il a remercié avec émotion Melanie Griffith, sa compagne de l'époque. Leur relation était constamment au centre de l'attention de la presse. En liant son discours de remise de prix à leur histoire d'amour, il a montré une facette plus douce de lui-même que les fans n'avaient pas encore vue. C'est à ce moment-là que sa vie personnelle et sa réussite professionnelle se sont rencontrées devant des millions de personnes. Bien avant Miami Vice, Johnson avait déjà fait des choix personnels inconsidérés. En 1968, alors qu'il n'a que 18 ans, il épouse une danseuse dont le nom n'a jamais été révélé. Ce mariage n'a duré que 2 mois avant d'être annulé. En 1973, il épouse une autre femme qu'il qualifiera plus tard avec dédain de riche bimbo, et ce mariage s'est terminé en quelques jours seulement. Ses premières relations laissent entrevoir la vie amoureuse sauvage et instable qui allait le rendre célèbre. Mais l'histoire la plus troublante a commencé en 1972. Johnson, alors âgé de 22 ans, a entamé une relation avec Melanie Griffith, qui n'en avait que 14. Sa mère, Tippi Hedren, a en quelque sorte permis que cela se produise. Ils ont emménagé ensemble alors que Griffith n'avait que 15 ans. Ils se sont mariés en janvier 1976, le jour du Dixuit et anniversaire de la jeune femme. Mais leur relation s'est effondrée en l'espace de 6 mois. Rétrospectivement, cette relation a été ignorée par Hollywood à l'époque, mais aujourd'hui cela serait considéré comme profondément inapproprié et prédateur. Leur histoire chaotique ne s'est pas arrêtée là. En 1989, ils se sont remariés. Melanie tombe enceinte de leur fille Dakota Johnson, qui naît le 4 octobre 1989. Le mariage a lieu en juin, quelques mois après que Johnson ait mis fin à sa relation avec Barbara Streisand. Leur second mariage a duré jusqu'en 1996, mais il a été marqué par un comportement sauvage.
Johnson consommait des drogues comme la cocaïne, et les Quaaludes buvaient beaucoup et trichaient ouvertement. Il organisait des soirées endiablées avec des mannequins des hommes politiques et même des criminels. Finalement, Griffith n'en peut plus et le quitte pour Antonio Banderas. Entre ces deux mariages de 1981 à 1985, Johnson a vécu avec Patty d'Arbanville. Ils ont eu un fils, Jesse Wayne Johnson, né le 7 décembre 1982. Mais une fois que Miami Vice a pris son envol, tout a changé. Johnson était toujours à Miami, où il tournait pendant des mois, tandis que Patty devait élever seule leur fils. Elle finit par se rendre compte que la célébrité l'avait trop changé, et leur relation prit fin. Finalement, après tout ce chaos, Johnson a essayé quelque chose de différent, le 29 avril 1999. Il a épousé Kelly Fleger, une enseignante Montessori de San Francisco. Le mariage a eu lieu dans la maison du milliardaire Gordon Getty, avec Robert Wagner comme témoin et le maire de la ville comme officiant. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Atherton Grace, né en décembre 1999, Jasper en juin 2002 et Deacon en avril 2006. À 49 ans, Johnson semblait enfin prêt pour une vie stable. Kelly ne l'a pas laissé retomber dans ses vieux travers. Elle lui a donné une structure, et leur mariage a duré plus de 25 ans, ce que beaucoup pensaient impossible pour un homme qui brûlait tout ce qu'il touchait. En 2002, Don Johnson s'est retrouvé pris dans un engrenage qui tenait plus du scénario hollywoodien que de la réalité. Il a été arrêté par la patrouille frontalière à la frontière germano-suisse, et ce qu'elle a trouvé a stupéfié tout le monde. Dans sa mallette se trouvaient des documents liés à des transactions financières douteuses d'une valeur de 8 milliards de dollars. Monsieur Johnson a déclaré qu'il se trouvait en Europe pour tenter d'obtenir un financement pour un film. Il a insisté sur le fait que les documents étaient légitimes et liés à la production d'un film. Finalement, il n'a été inculpé d'aucun crime, mais cela n'a pas eu d'importance. Hollywood n'attend pas le verdict d'un tribunal. Les titres des journaux ont suffi à effrayer les producteurs. Du jour au lendemain, son nom a été traîné dans le scandale, et les studios qui s'apprêtaient à travailler avec lui se sont soudainement tus. Peu importe qu'il soit innocent, sa réputation en a pris un coup, et il lui faudra des années pour s'en remettre. Mais avant ce scandale, entre 1996 et 2001, Johnson avait une bouée de sauvetage. Il s'agissait d'une série intitulée Nash Bridges. Sur le papier, il s'agissait d'une série policière comme les autres. Mais pour Johnson, c'était tout. Il a joué dans ce film, l'a produit et a même reçu une part des bénéfices. Il jouait le rôle de l'inspecteur Nash Bridges, un détective de San Francisco qui se déplaçait dans une Plymouth Barracuda 1971 jaune vif. La série a duré 6 saisons et lui a apporté un salaire régulier à un moment où il en avait vraiment besoin. Des années plus tard, il a intenté un procès à Reicher Entertainment pour profits impayés et s'en est sorti avec 19 millions de dollars lors d'un règlement en 2013. Ce procès l'a sauvé au moment où il en avait le plus besoin. Même si Nash Bridges l'aide à se maintenir à flot, ses problèmes d'argent ne sont pas terminés. En 2003, la City National Bank de Los Angeles a déclaré qu'il lui devait près d'1 million de dollars plus les frais de justice. En juillet 2004, Johnson a déposé le bilan. Au centre de tout cela se trouvait son cher Woody Creek Ranch, la même propriété qu'il avait achetée en 1987 à Terry Butcher, une célèbre mondaine des années 80. Il aimait ce ranch, mais il était sur le point d'être vendu aux enchères. Les médias s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont parlé d'un moment où la richesse se transforme en haillons. L'homme qui avait gagné des dizaines de millions se démenait pour conserver sa maison. À la dernière seconde, Johnson a effectué un paiement mystère et a sauvé le ranch. Personne ne sait vraiment comment il a réussi. Certains disent qu'il a vendu des œuvres d'art, des bijoux, ou même l'une de ses voitures de collection. Mais à ce moment-là, le mal était fait. Le monde entier savait que Don Johnson n'était pas seulement une star déchue. Il était financièrement ruiné. Ses rôles au cinéma ne suffisaient pas à boucher les trous. En 1996, il a joué le rôle d'un golfeur suffisant
et bien habillé dans Tin Cup, aux côtés de Kevin Costner. Le film a rapporté plus de 75 millions de dollars dans le monde entier. Mais même cela n'a pas suffi à effacer la montagne de factures auxquelles il devait faire face. Il avait trop de maisons, trop de voitures, trop d'ex-femmes et trop de paiements. Il vivait comme si nous étions encore dans les années 1980, mais les salaires n'étaient plus ce qu'ils étaient. Quelle que soit la réussite de Tin Cup, elle n'allait pas réparer des années de dépenses excessives. Au cours de la même décennie, il a tenté de percer dans la musique. En 1986, son single Heartbeat a connu un certain succès. Mais en 1989, son album suivant s'est effondré. Il n'a pratiquement pas été diffusé à la radio. Et les seuls pays où il est apparu dans les hit-parades ont été l'Allemagne et la Suisse. Il dépensait plus pour les tournées et la production qu'il ne gagnait. Ce fut une dure leçon, et après cela, il a laissé la musique derrière lui. Il a bien réussi à obtenir un petit succès en 1988 en chantant un duo romantique avec Barbara Streisand. Mais cela aussi ressemble plus à un moment qu'à un véritable retour. Des années plus tard, il surprend à nouveau tout le monde. En 2014, il a repris le rôle du shérif Earl McGraw dans l'adaptation télévisée de From Dusk Till Dawn. Il s'agit d'un événement majeur, car Michael Parks a toujours joué ce personnage. La reprise du rôle par Johnson était inattendue, et les fans étaient curieux. La série a duré 3 saisons jusqu'en 2016, et la mort soudaine de son personnage au début de la série est devenue l'étincelle qui a alimenté l'histoire, en dehors des États-Unis. Aux États-Unis, la série a été présentée comme une série originale de Netflix, ce qui a donné à Johnson une nouvelle visibilité. La série était grinçante, sombre et mêlait vampires et hommes de loi, et Johnson s'y intégrait parfaitement. Mais son plus grand retour a eu lieu en 2019, lorsqu'il a rejoint le casting étoilé de Knives Out. Il y incarne Richard Drysdale, le gendre suffisant et soupçonneux d'une famille pleine de secrets. Le film a explosé au box-office, rapportant plus de 312 millions de dollars dans le monde. La performance de Johnson a été saluée, et il n'a pas seulement fait partie de la distribution. Il s'est distingué. Lorsque la suite Glass Onion est arrivée, il était de retour. Après avoir été considéré pendant des années comme un exemple à suivre, il fait désormais partie de l'une des franchises cinématographiques les plus discutées de la décennie. En 2022, il a joué le rôle d'Arthur dans Book Club The Next Chapter, la suite du film de 2018. Cette fois, l'histoire se déroule en Italie. Ils ont tourné à Venise, à Rome, et même en Toscane. Le personnage de Johnson était posé calme et amoureux de Vivian, le personnage de Jane Fonda. Cela a montré un côté plus doux de lui. Le film lui a donné l'occasion de briller dans une romance légère, et les spectateurs ont adoré. Le film est sorti au cinéma en mai 2023 et a commencé à être diffusé en streaming sur Peacock le mois suivant. Puis vint Rebel Ridge, sorti sur Netflix en septembre 2024. Cette fois, Johnson était le méchant, un chef de police corrompu dans une petite ville. Le film a été un succès et a même remporté le prix du meilleur film réalisé pour la télévision aux Critics' Choice Awards. Les critiques ont dit que Johnson volait l'écran. Le personnage était sombre, cruel et totalement à l'opposé de son ancienne image de Miami Vice. Mais c'est ce qui a fait son succès. Il évoluait et les gens le remarquaient. Il a obtenu de nombreuses nominations et Netflix l'a fait entrer dans des millions de foyers à travers le monde. À l'automne 2024, il est entré dans un tout autre type de rôle. Dans la série Dr Odyssey, diffusée sur ABC, Johnson a joué le rôle du capitaine Robert Massey, le gentleman à la tête d'un bateau de croisière qui doit faire face à toutes sortes de problèmes des passagers chaotiques aux aventures maritimes les plus folles. La série mêlait drame médical et tempêtes océaniques et comportait même des épisodes avec de la tire psychédélique et des rencontres avec des orques. Son calme et son autorité ont fait de lui le point d'ancrage émotionnel de la série. La série a été diffusée à la fois sur ABC et sur Hulu. Une fois de plus, Johnson s'est retrouvé au cœur d'un événement majeur.
Mais en juin 2025, les gens ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Johnson, alors âgé de 75 ans, paraissait plus jeune que ce à quoi tout le monde s'attendait. Trop jeune. Les rumeurs de chirurgie plastique ont explosé lorsqu'il est apparu sur Jimmy Kimmel Live avec une mâchoire qui semblait un peu trop serrée. Les experts se sont prononcés. Un chirurgien de Floride a déclaré qu'il donnait l'impression d'avoir subi un lifting en se concentrant sur le milieu et le bas du visage, mais sans toucher au cou. Un autre médecin londonien a déclaré qu'il s'agissait peut-être simplement de produits de comblement subtils et d'un soin de la peau efficace. Certains ont même affirmé qu'il n'avait rien subi du tout. Quoi qu'il en soit, les fans ont été stupéfaits. Le coût d'un tel travail pourrait facilement s'élever à 50 000 $ ou plus. Mais Johnson n'a jamais rien confirmé. Les médias sociaux se sont enflammés. Des vidéos intitulées « Don Johnson a maintenant 75 ans, mais regardez-le après avoir perdu tout son argent » ont commencé à être diffusées. Les internautes ont partagé des photos avant et après, débattant de ce qui était réel et de ce qui ne l'était pas. Ses posts Instagram avec sa femme Kelly, qu'il a épousée 26 ans plus tôt, ont fait l'objet de comparaisons incessantes. Certains ont dit qu'il avait l'air incroyable. D'autres ont dit qu'il était méconnaissable. Mais une